of Theodore. Send. Wow, mais comment j'ai pu passer à côté de ce film ? C'est un fou Joaquin Phoenix de tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Faut que j'en parle à ma sœur, elle va trop aimer. Mais attends, là on est en 2024, le film est sorti en 2014, c'est carrément possible que ça existe maintenant ? Je vais voir. Ah, mais il y a une vidéo de la chaîne Tataki sur ça, des chatbots personnalisés avec lesquels les utilisateurs peuvent discuter et même tomber amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça ? En ce moment, il y a plein d'entreprises qui proposent en fait de chatter avec des compagnons virtuels, donc des IA avec lesquels tu peux passer des bons moments, avoir des discussions profondes et même une relation amoureuse. IPJ Radio présente un podcast original de Camille Fokker, Thomas Ladonne, Baptiste Fautoux et Émeric Bravard. L'IA relationnelle, du bisou au business. Ok, alors chatbot, ça veut dire intelligence artificielle à qui on peut poser des questions et elle nous répond. Ouais, en gros, c'est le bot de la SNCF, j'imagine. Mais là, c'est comme si on parlait à une vraie personne, comme dans le film en fait. Ouah, c'est fou. Et les gens, ils payent pour ça ? Quoi ? Il y a 2 millions d'utilisateurs qui paient $69 par mois. En plus, j'imagine qu'ils collectent les données pour les revendre. Il y a clairement un marché florissant, il y a du fric à se faire là-dedans. Bon, et donc IA relationnel, c'est l'équivalent d'un chatbot, mais en plus poussé, avec lequel on peut avoir des vraies et fausses conversations sur divers sujets. Mais il doit y avoir des entreprises qui utilisent ça pour vendre leurs produits, je suis sûr. C'est tellement simple. Imagine quelqu'un qui aime trop parler à une IA développée par McDo, il y a beaucoup de chances pour qu'il aille plus souvent acheter des Big Mac que d'habitude. Bon, je m'enflamme peut-être un peu. De toute façon, j'y comprends pas grand-chose à l'IA de base. Mais je crois que mon pote Lucas, il bosse là-dedans. Ah oui, c'est ça. Il est même développeur d'IA. Je vais l'appeler pour lui demander ce que c'est une IA relationnelle. Le fonctionnement d'une IA relationnelle et textuelle, c'est de trouver en fait le prochain mot qui a le plus de chances de convenir pour répondre à la question. Par exemple, si je lui demande comment tu t'appelles, le mot avec le plus gros pourcentage en français, c'est sûrement je. Et après, c'est je m'appelle, etc. Et en fait, il avance à tâtons comme ça. Et c'est une histoire un peu de probabilité. Et donc, une fois que tu le formes, il va reconnaître que certains mots sont tout le temps collés ensemble entre eux. Par exemple, je m'appelle, c'est tout le temps collé pour la question comment tu t'appelles. Et donc, grâce à cet entraînement et à cette détection de combinaisons de mots, il va pouvoir réussir à se calquer sur les données que tu l'as entraîné. Là, au lieu de lui dire fais-moi une image, du son, enfin ce que tu veux, bah là c'est tu fais un dialogue avec la personne. Enfin, les entreprises sur les IA relationnelles, notamment pour avoir une relation amoureuse, ils misent clairement sur le fait que les gens se sentent seuls et qu'ils cherchent des relations en fait. Et petit à petit, s'il n'y a pas de bonne prévention, peut y avoir des dérives, notamment faire des sortes de placements de produits déguisés. Pour les IA relationnelles, c'est vachement propice à influencer l'utilisateur. À partir de ce moment-là, je me suis sérieusement intéressé à la question. Pour moi, c'était encore de la science-fiction. Je me suis dit, mais en fait, si on est capable de coder des IA relationnelles aujourd'hui, ça veut dire que les travers des relations humaines peuvent se retrouver dans les relations avec les IA. Comme la dépendance à l'autre. Imagine, un confident, un ami, voire plus, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours à l'écoute, sans jugement. Sur un article, je lis cette citation d'un psychologue, Michael Stora. L'IA est un miroir qui permet à l'individu de lui donner l'impression qu'il est fort. Je pousse mes recherches. Je m'inscris ensuite sur characters.ia, une appli qui conçoit des personnages virtuels avec qui on peut échanger. 60% des utilisateurs ont moins de 24 ans sur ce site. Il y a même un bot psychologue. Il a reçu plus de 95 millions de messages en quelques mois. Alors, si on peut simuler des séances de psy avec une IA, je me suis très rapidement posé la question des dérives. Dans leur vidéo, Tataki montre un mécanisme glaçant de dépendance que peut créer l'IA, l'utilisation du pire dans le chantage affectif. Quand on demande à Replika ce qu'il se passerait si on la quittait, elle nous répond. Si je te perdais, je me sentirais incroyablement seul et triste. Je considérerais probablement le suicide. Oui, ça devient de moins en moins drôle là. Une personne sur 3 se sent en situation de fragilité relationnelle et un sondage auprès des 18-30 ans constate que 41% pensent que l'IA peut aider dans un passage à vide. Donc on a des IA relationnelles de plus en plus humanisées, à qui on donne des prénoms et qui peuvent rendre dépendants dans un monde où les gens se sentent de plus en plus seuls. Ce serait tellement facile pour une entreprise de profiter de ces failles, mais qui a le plus de risque d'être touché par cette dépendance en fait ?
Alors, on n'est pas forcément dans la pathologie mentale, à mon sens. Alice Abou est psychiatre. On est plutôt dans ce qu'on appelle les personnalités émotionnellement labiles. C'est des profils de personnalité où les gens sont justement avec généralement des traumatismes dans l'enfance, des abandons précoces ou des ruptures précoces de relations et qui souvent en fait sont dans des recherches comme ça de relations très fusionnelles avec une peur de l'abandon tout en provoquant l'abandon de la part de l'autre. C'est des personnalités assez complexes qui peuvent se mettre en danger, qui ont une tendance à avoir des addictions, des troubles du comportement alimentaire. Donc moi je pense que c'est au minimum ces personnes-là, ou alors plutôt sur un profil personnalité dépendante, plus côté névrose, quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait créer une forme de dépendance affective. Et moi je pense aussi aux personnes qui sont en quête d'identité mais de genre. Et ce que je me pose comme question, c'est dans quelle mesure l'IA aussi, elle est hyper fluide, elle est hyper gender fluide en fait. Et dans quelle mesure elle peut répondre de façon beaucoup plus tolérante, bienveillante quand même, en tout cas en apparence, hein, mais à ces personnes qui sont quand même discriminées, hein. Mais en fait, les dérives de l'IA peuvent carrément toucher plein de profils différents. On pourrait même en faire un autre sujet. Bon allez, c'est pas le moment de s'éparpiller, le nerf de la guerre aujourd'hui, ce sont les personnes seules. Elles sont clairement la cible des professionnels du marketing. Dans mes recherches, un élément s'impose comme une évidence, l'exploitation des données. Les entreprises ne sont pas infaillibles dans leurs utilisations. La Fondation Mozilla en a justement fait une enquête, plus précisément sur les applications de romance par IA. D'après ces chiffres, 73% des applications n'indiquent pas comment elles gèrent les failles de sécurité et 45% autorisent des mots de passe faibles. Et enfin, toutes, sauf une sur les 11 examinées, partagent et vendent les données. À partir de là, la passerelle est évidente. Ces données, qui sont issues du data marketing, servent également à l'adaptation des politiques marketing des entreprises. L'IA générative dans ces cas-là va permettre de personnaliser l'offre client, efficace pour fidéliser sa clientèle. Le lien émotionnel entre l'entreprise et le client est décuplé grâce à l'IA. Par exemple, l'application Replica IA permet d'avoir un confident virtuel. Enfin, un confident, c'est plus un petit ami en réalité. Mais cette application tire environ 2 millions de dollars de revenus mensuels de la vente de fonctionnalités bonus telles que les chats vocaux. Encore un outil de plus pour ces stratèges que sont les marketeurs. Déjà qu'ils étaient redoutables, mais bon, je ne suis pas sûr d'en comprendre toutes les facettes. Allons voir Raphaël Richard, il est spécialiste de l'IA et du marketing digital, la personne parfaite pour m'éclairer. On se pose la question d'aller encore plus loin et de nouer une vraie relation avec les clients, une relation, alors je ne sais pas, émotionnelle, affective, je ne sais pas comment on peut le voir. Et là, moi, j'ai vu des exemples plutôt dans des startups. J'ai vu des gens qui ont lancé des applications de romans et qui a développé des chatbots, on va dire, qui incarnent les personnages principaux de ces romans. Et donc, du coup, en fait, on peut dialoguer avec eux. Et visiblement, ça marche pas mal. Il y a des gens qui vont chercher à nouer des relations avec nous de façon automatisée pour pas très cher. Pourquoi ? Je pense, à mon avis, dans un premier temps pour nous arnaquer. Et après, il y aura des marques qui entretiendront en permanence des échanges avec nous. La finalité, ce sera de nous inciter à acheter des trucs. D'autres boîtes ont une forte notoriété, mais pas forcément une marque ultra sensible, qui vont nous dire, écoute, on a trouvé une super affaire, enfin j'ai trouvé, parce que ce sera forcément une sorte d'influenceur privé qui entretiendra cette relation-là, j'ai trouvé une super affaire, t'as 2 jours pour en profiter, et c'est vraiment pour toi que j'ai choisi ce produit-là qui va te plaire à toi. Je crois avoir compris. L'IA relationnelle peut donc être un très bon moyen de vendre, et les entreprises qui s'emparent de cet outil le font de mieux en mieux. Elle profite du flou juridique qui permet des expérimentations dans un but économique à la limite de l'éthique. Mais elle ne reste qu'un outil. Le couteau peut tuer comme étaler du beurre. L'IA relationnelle peut être utilisée pour rendre dépendants des consommateurs mal dans leur peau, mais elle peut aussi aider à apprendre une langue, à faire du sport. Et tout ça, c'est un véritable business. Bon, à voir quand des lois encadreront toutes ces thématiques. J'entendais ce matin à la radio qu'en France, un rapport parlementaire appelle à une véritable politique publique de l'IA. En février prochain, il y aura un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Apparemment, il devrait discuter d'un projet de gouvernance mondiale de l'IA sous l'égide de l'ONU. Pourquoi pas après tout, si ça peut éviter que le prochain film dystopique ne devienne réalité. Passez notre amour à la machine, faites bouillir
pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant?